Aujourd'hui, je vous présente ce véhicule-ci, le Chevrolet Equinox EV 2024. Et c'est un véhicule très spécial et très intéressant. Alors, dans la vidéo qui suit, je vais pouvoir vous faire une revue en détail, je vais pouvoir vous présenter l'intérieur, l'extérieur et ensuite, on pourra l'emmener faire un test routier. Donc, pour commencer la vidéo, je veux parler du véhicule en lui-même, vraiment dans sa globalité, parce que dès qu'on voit tout de suite la carrosserie, c'est une carrosserie qui est intéressante. Les formes et proportions sont intéressantes. Je suis pas un grand fan, c'est pas mon style de véhicule, mais reste à dire que dès qu'on voit, on voit tout de suite que c'est un Chevrolet. Ça, il n'y a pas à dire, il n'y a pas de doute là-dessus. Une autre chose qu'on remarque aussi, c'est le nom, Chevrolet Equinox, parce qu'effectivement, ça porte le même nom, Equinox, mais c'est pas du tout le même véhicule. Celui-là, c'est vraiment un véhicule électrique dédié. Ça n'a pas du tout de lien avec le Chevrolet Equinox à essence parce que cette plateforme-là, c'est la plateforme Ultium qui est partagée dans plusieurs autres véhicules GM, entre autres le Hummer EV ou le Chevrolet Silverado EV qui va bientôt sortir. Et parlant de batterie, ce véhicule-là a une autonomie de base de 513 km avec son pack de batterie qui est assez gros étant donné que la plateforme le permet. On peut d'ailleurs le remarquer avec l'empattement qui est très large. Et donc, cette autonomie-là, 513 km, c'est avec la traction avant. C'est une excellente autonomie. Mais si on veut choisir la version all-wheel drive, là, ça va baisser l'autonomie à environ 450 km, ce qui est moins effectivement, mais qui est quand même une autonomie tout à fait acceptable. Et donc, cette autonomie-là est disponible sur toutes les 4 versions du Chevrolet Equinox, parce qu'il y a 4 versions principales, soit la 2LT, 2RS, 3 LT et 3 RS qui sont respectivement d'environ 51 000 jusqu'à 55 000, 56 000 Donc, ce qui nous donne une gamme assez large pour une petite différence de prix. De base, toutes ces 4 versions-là vont avoir la traction avant, mais en option séparée, il est disponible d'avoir la traction intégrale sur toutes les versions. Un autre détail sur lequel je veux porter l'attention, sur l'extérieur du Chevrolet Equinox, c'est tout la situation de badging sur la voiture. Sur la grille en avant, on peut voir le badge RS en rouge pour rappeler qu'on est dans un RS. Là, présentement, moi, j'ai la version 2 RS. On retrouve aussi le nom Equinox sur le côté, juste ici, avec le E fini comme les 3 barres. Et ça, ces 3 barres-là, c'est le logo, en fait, la plateforme Ultium, un peu la marque de commerce. Quand on voit ces 3 barres-là, on sait que le véhicule est équipé de la plateforme Ultium. Donc, ça permet aussi de distinguer que c'est un véhicule électrique et que c'est pas nécessairement un vulgaire Chevrolet à essence, mais le tout nouveau Ultium, la nouvelle plateforme révolutionnaire. On retrouve ce même badge-là aussi de l'autre côté sur la porte passager, mais c'est pas la fin de l'histoire des badges parce qu'on en a ici aussi à l'arrière. Encore là, le même badge Equinox avec les 3 barres de la plateforme Ultium et une autre fois le logo RS pour rappeler encore une fois que c'est pas n'importe quel Equinox, c'est un Chevrolet Equinox RS. Mais la saga du badging sur le Chevrolet Equinox finit pas là parce qu'il y en a aussi à l'intérieur encore plus de badges. Cette fois-ci sur le volant, le badge RS est aussi étampé sur les appuis-têtes des sièges avant passagers et conducteurs. Encore là, le badge RS. Alors, vraiment, là, Chevrolet martèle le fait qu'on est dans un Chevrolet RS, c'est pas n'importe quel véhicule. Tant qu'à être en arrière, on va passer au niveau du coffre puis voir un peu qu'est-ce qui se passe là-dedans. Mais avant de parler du coffre et de l'intérieur, je veux porter l'attention sur les feux arrière. Bien que j'aime pas particulièrement la forme générale du Chevrolet Equinox, j'admets que les feux arrière, je les trouve vraiment cool. Toute la situation arrière, je trouve que les proportions sont le fun. Les détails, je sais pas, moi je trouve ça intéressant. Mais bref, pour avoir accès au coffre du Chevrolet Equinox, il n'y a pas de moyen d'ouvrir physiquement à l'arrière. C'est nécessairement à partir de la clé. Il y a un petit bouton qu'on appuie 2 fois ou à l'intérieur, il y a aussi un petit bouton qui permet d'avoir accès au coffre arrière. Nous voici maintenant à l'intérieur du coffre du Chevrolet Equinox et il y a quand même une bonne quantité d'espace. Le plancher est très haut, je dois dire, étant donné que c'est un véhicule électrique, il faut qu'il y ait beaucoup de composantes électriques en bas au niveau du sol. Mais heureusement, on peut déplacer le plancher puis avoir accès à une section plus technique puis là ranger des objets en plus d'un compartiment qui est pas mal plus profond dans le sol vers l'arrière du coffre. Une chose qui est à remarquer, il y a des petites languettes qui sont dans le fond, là, dans le coin plus technique et ces languettes-là, ça va permettre d'attacher des outils ou des choses qui permettent de bien faire fonctionner Chevrolet Equinox. C'est super pratique qu'il y ait ça. C'est un emplacement qui n'est pas nécessairement dédié, mais ça permet de garder vraiment les pièces en place et de les empêcher de bouger dans l'arrière du coffre ou d'endommager d'autres affaires. Un autre détail qui est bien drôle avec ça, c'est que on peut pas vraiment le tenir, il n'y a rien qui le fait tenir en place, mais si on pèse assez, ça va venir s'accoter et se canter un petit peu dans les côtés du haillon et ça va tenir tout seul comme ça, on a les mains libres pour regarder en dessous du coffre. Une chose qui est un petit peu plus décevante, par exemple, c'est au niveau du capot. Il n'y a pas de coffre avant, comme dans plusieurs véhicules électriques. Là, c'est rempli par des composantes techniques et électroniques, ce qui est un peu logique étant donné que, justement, il y a beaucoup d'espace dans l'auto. Il faut bien ranger toutes ces composantes-là quelque part et Chevrolet a décidé que ça serait dans le coffre cette fois-ci. Et maintenant, c'est le temps de jeter notre regard à l'intérieur du Chevrolet Equinox 2024. Et dès qu'on entre, on voit tout de suite qu'on est dans un produit GM. Ça, c'est certain. Il n'y a pas de doute là-dessus. L'intérieur est très intéressant. Il est assez joli, je dois dire.
Je me sens bien à l'intérieur. Première chose que j'ai remarqué en entrant, c'est tous les petits accents rouges qu'on retrouve un peu partout dans l'habitacle, entre autres sur les portes, une sorte de dégradé qui passe de gris à rouge juste autour des poignées pour ouvrir la porte. Sur les sièges aussi, on voit des coutures rouges, du piping rouge qu'on appelle. Mais ce qui est le plus intéressant comme détail sur les sièges, c'est la couture rouge et bleue. Il y a une sorte de couture, première couture qui vient rouge, en arrière, une couture bleue. C'est drôle. Selon moi, c'est peut-être pour faire allusion au RS rouge et ensuite à l'électricité bleue, mais on pourrait aussi croire que ça fait référence au drapeau américain parce qu'on est dans un Chevrolet et faut rester assez patriote. Une chose que je veux faire remarquer avec ces accents rouges-là, c'est au niveau des bouches d'aération qui sont vraiment pas nécessairement cool. Je le trouve vraiment hot. On dirait des réacteurs d'avion. C'est pas nécessaire, c'est juste des bouches d'aération pour l'air climatisé. Mais bon, ils ont décidé de mettre du détail là-dessus. Pourquoi pas? Ça fait joli. Une autre chose, par exemple, je voudrais pointer votre attention sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de boutons à l'intérieur du Chevrolet Equinox EV 2024. Oui, il y a quelques boutons au niveau du tableau de bord, mais à part ça, il y a presque rien dans l'habitacle avant. Parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont utilisées dans l'écran. Écran, donc tableau de bord, qui est très fonctionnel. C'est la première fois que je passe en revue un produit GM et l'écran de système d'infodivertissement, il est fonctionnel, il est rapide. Il y a un menu aussi, ça c'est le fun. Il y a aussi beaucoup d'options et de commodités qu'on retrouve dans cet écran-là. Entre autres, on peut changer la lumière ambiante dans le véhicule, on peut utiliser la navigation. Une chose qui est étrange, par exemple, c'est la roulette qui est juste au-dessus avec le bouton Power On, Power Off pour le système d'infodivertissement qui est juste en haut à gauche. Une roulette qui est vraiment uniquement là pour le volume. Donc, il y a une roulette qui est dédiée seulement pour le volume, mais il n'y a aucun bouton pour ce qui est des options des feux automatiques on-off, les feux avant, ou le traction control, ou le freinage régénératif. C'est simplement un petit écran juste en dessous de la roulette et on voit les 5 boutons là. Ça bouge pas si on change de mode, c'est vraiment là en permanence quand le véhicule est allumé, mais il n'y a pas de bouton dédié non plus. Un autre détail qui est assez étrange aussi, c'est au niveau des contrôles du climat. On a une barre qui est donc qui bouge pas elle non plus et qui donne accès aux différents contrôles de contrôle du climat. Mais ces mêmes contrôles du climat-là, à part les sièges chauffants, on les retrouve dans une autre barre qui est en dessous de la console, juste au-dessus en fait. Et c'est exactement les mêmes contrôles, sauf que là, c'est sous forme de boutons physiques. D'un côté, c'est pratique parce qu'on a des roulettes, mais en même temps, ça sert à quoi d'avoir 2 fois les mêmes boutons qui servent exactement la même fonctionnalité? Une autre redondance de ce type-là avec l'écran, c'est qu'on peut contrôler les plafonniers dans la voiture à partir de l'écran, sauf que on y a quand même accès à partir des boutons, on peut quand même le faire physiquement. Alors oui, c'est sûr que c'est pratique. Si on a déjà dans le menu puis que ça donne qu'on veut fermer le plafonnier, mais on peut le faire directement à partir de l'écran, mais il n'est pas exactement tout de suite disponible. Alors la plupart du temps, c'est juste plus rapide d'appuyer ici et de fermer le plafonnier soi-même. Mais une autre chose qui n'est pas une redondance cette fois-ci, c'est les caméras de recul. On a des caméras à 360 degrés tout autour de la voiture et même si je suis dans le modèle 2RS, j'ai quand même l'option. Alors, si je me trompe pas, je pense que c'est une option qui est vraiment de série. Mais donc, c'est possible de choisir aussi plusieurs différentes configurations, même si on n'est pas nécessairement en train de reculer ou d'avancer. On peut avoir en tout temps ces affaires-là. Fait que si on fait des manœuvres un peu étranges ou on passe dans des endroits qui sont plus exigus, d'avoir ça à portée de main disponible, c'est vraiment une très bonne chose. Une chose que je trouvais vraiment dommage, par exemple, dans le Honda Pilot, qui est un véhicule qui est sensiblement plus gros et on pouvait pas choisir les caméras de recul à moins qu'on recule. Maintenant, si je porte mon attention au niveau de la console, on a plusieurs endroits pour ranger des affaires, beaucoup d'espace de rangement. Il y a un premier niveau sur le dessus, il y a aussi un autre niveau en dessous qui permet vraiment juste de ranger des choses. Et ce qui est vraiment pratique, on a aussi juste à côté des portes gobelets un petit espace pour mettre son téléphone et aussi 2 chargeurs USB-C pour brancher des appareils électroniques. Vous remarquerez par exemple qu'il n'y a pas du tout de sélecteur de vitesse, rien. C'est parce que le sélecteur de vitesse est placé sur le côté de la colonne de direction, comme dans certains véhicules Mercedes ou des grosses camionnettes. Ce qui est relativement étrange. C'est la première fois que j'essaie un véhicule comme ça. Souvent, tous les véhicules que j'ai essayés, soit que c'était des véhicules manuels, donc évidemment, le shifter est juste ici, ou des véhicules avec un sélecteur de vitesse conventionnel juste là, sur la console. Si je regarde puis que je continue au niveau de l'appui-bras, on a un appui-bras qui est conventionnel, il n'y a rien de spécial là, mais l'action pour ouvrir cet appui-bras-là se fait sur le côté et là, ça permet d'avoir accès à un petit espace de rangement. Et si on enlève le gobelet juste ici, on a un autre plus gros espace de rangement plus profond. Ce qui est dommage, par exemple, c'est vu qu'il s'ouvre seulement d'un côté, ben c'est pas très pratique pour le passager. S'il veut aller chercher quelque chose, il faut qu'il passe au-dessus, qu'il aille voir et c'est peut-être un petit peu moins facile d'accès que pour le conducteur.
Mais trêve de plaisanterie, concentrons-nous sur le côté conducteur du Chevrolet Equinox 2024. Plus précisément, le volant, parce que cette barre noire-là, ça indique qu'on a le Super Cruise. Super Cruise qui est disponible en option sur les Chevrolet Equinox et dont lequel celui-ci est équipé. Je vais pouvoir en faire l'essai tout à l'heure et voir comment ça fonctionne parce que c'est la première fois que j'essaie ce système d'aide à la conduite assistée-là. Si je me concentre plutôt sur le groupe d'instruments, on a un bon groupe d'instruments qui est fonctionnel. Je peux facilement le configurer en 4 modes principaux. En premier, le mode normal avec les informations de base. Ensuite, on peut avoir le mode où la navigation prend une majeure partie de l'écran et ensuite, on peut aussi avoir un mode qui va permettre de donner des informations plus spécifiques au système de conduite assistée Super Cruise et finalement un écran qui est beaucoup plus minimaliste avec simplement la vitesse qui est inscrite au centre de l'écran. Notez qu'à partir de là, on peut utiliser la radio, on peut changer les différents postes de radio à partir d'un petit bouton sur le côté, ce qui est assez pratique. Et justement, le mode Super Cruise, lui, c'est un autre bouton qui est juste disponible à gauche du volant, en dessous des autres boutons pour le Cruise Control. Et c'est à peu près tout pour ce qui est de l'habitacle avant du Chevrolet Equinox 2024. Et maintenant, c'est au moment du banc arrière de passer au banc et voir un petit peu qu'est-ce que ça donne ici. Et franchement, je suis vraiment confortable. Je me suis placé de manière à être confortable en avant et il y a beaucoup d'espace pour les jambes. J'ai beaucoup d'espace pour la tête aussi. Les sièges sont assez profonds. C'est pas si pire que ça. Et malgré le fait qu'on ait un plancher qui est assez haut, je me sens pas extrêmement mal. Je pense que je serais confortable pour faire plusieurs heures à l'arrière du véhicule. Il n'y a pas énormément de commodité. Ceci étant dit, avec les modèles 3RS, 3LT, on peut avoir des bancs chauffants à l'arrière, ce qui est plutôt pratique. Mais pour le moment, la commodité importante, c'est la climatisation à l'arrière avec 2 endroits pour diriger vers chacun des passagers un petit peu d'air climatisé, ce qui est plus pratique en ces chaudes journées d'été. Juste en dessous de ça, on a aussi 2 prises USB-C qui vont permettre de charger les appareils électroniques, ce qui est plutôt pratique. Et une très bonne chose avec le véhicule, c'est que Chevrolet a pensé aux petites familles. On a des points ISOFIX qui sont très faciles d'accès en bas du siège pour mettre un siège pour bébé. Et du fait qu'il y a beaucoup d'espace à l'arrière, je suis certain qu'on sera capable de facilement mettre un siège pour bébé qui est plus encombrant que la moyenne à l'arrière du Chevrolet Equinox. Alors, j'avais eu une petite difficulté technique avant de pouvoir filmer cette prise-là et j'ai eu le temps de vraiment profiter de la voiture et franchement, je suis bien surpris de la qualité de la conduite de la voiture électrique là, du VUS parce que, oui, effectivement, c'est un Chevrolet, c'est un Chevrolet, fait que généralement, un Chevrolet, c'est pas connu pour être hyper luxueux, mais c'est très confortable. L'accélération est très bonne, le moteur, évidemment, c'est un moteur électrique, alors l'accélération est immédiate, on est bien assis, franchement, on est très bien assis dans la voiture, puis c'est une expérience qui est agréable. C'est pas particulièrement excitant, mais l'intérieur est intéressant. Il est pas mal plus haut de gamme que les anciens Chevrolet. Selon moi, je trouve que vraiment, il y a un effort qui a été mis là, dans la disposition puis dans le feeling quand on est dans l'habitacle du véhicule. Ce qui est aussi spécial, que je savais pas qu'il existait avant, sur ce véhicule-là, avec les alarmes, les choses comme ça, il y a une petite vibration dans le siège qui se fait et qui nous avertit du côté gauche, côté droit ou l'intérieur, dépendamment des endroits, des dangers, des potentiels risques à l'extérieur de la voiture. Fait que s'il y a quelqu'un qui passe vite, qui s'approche peut-être un peu trop, ou moi qui m'approche trop de la personne, bien, ça va me le dire et ça va me permettre d'ajuster, de corriger donc ma direction. Et ça, c'est sans parler du Super Cruise aussi, dont j'ai pu faire l'essai. Et franchement, c'est assez impressionnant, ça fonctionne bien. Il n'y a pas du tout de mouvement brusque du volant pour ajuster entre les lignes, parce que sur le Super Cruise, c'est un mode autonome de niveau 3 ou 4, si je ne me trompe pas. Alors, je pense qu'il faut tenir la roue, mais ça vire pour nous, ça reste dans la voie pour nous, ça fait des changements de voie pour nous. Et c'est vraiment assez compétent. Et c'est bien intégré aussi, comme je le disais, il n'y a pas de mouvement brusque. Par exemple, le Subaru Outback de mon oncle avait ce même système-là où ça te garde dans ta ligne, mais ça va tout droit jusqu'à temps que ça pogne une ligne, puis ensuite ça te dirige tout de suite d'un coup. Et c'est pas du tout aussi sans effort que le Super Cruise que je suis en train d'essayer. Par exemple, il y a plusieurs paramètres qu'il faut respecter. Par exemple, il faut que la rue en elle-même soit dans la base de données, il faut qu'on ait une vitesse adéquate, il faut que le Cruise Control adaptatif soit activé. Alors, il y a plusieurs paramètres avant d'avoir le Super Cruise, mais sur l'autoroute, dès que toutes ces conditions-là sont réunies, je suis sûr qu'il n'y aurait pas de problème à ce niveau-là. Une chose que je trouve drôle, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bruit de vent. Bruit de roulement non plus, on est très confortable à ce niveau-là, mais c'est seulement au niveau des chocs qu'on entend beaucoup la suspension travailler.
pas quand on prend un creux ou de la garnotte, vraiment quand on prend une craque ou un nid de poule et ça fait vraiment un coup, un toc. Là, on l'entend vraiment bien, puis ça résonne un peu dans la suspension, mais il y a peu de roulement. C'est l'exact contraire, par exemple, de la Toyota Camry, qui est la dernière voiture que j'avais conduite, où il y avait beaucoup de bruit de vent, qui n'était pas ciblé, puis on entendait bien à l'extérieur, mais donc la suspension était très solide, puis on n'entendait pas énormément les chocs. Là, c'est le contraire. On n'entend pas beaucoup l'extérieur, on n'entend pas beaucoup non plus le vent, presque pas, mais il n'y a pas, justement, il y a beaucoup de bruit quand on prend des bosses, des nids de poule, des affaires comme ça. Mais à part ça, la suspension est très molle, très confortable. On sent dans une grosse voiture américaine et c'est ce que c'est. La différence de suspension entre les véhicules japonais, par exemple, c'est la majorité des véhicules qui me sont disponibles pour le moment. Il y a vraiment une bonne différence dans la manière de faire la suspension, la manière d'imaginer la conduite des voitures. L'intérieur en lui-même aussi, c'est très bien. C'est sûr que c'est pas des matériaux luxueux, pour autant dire. Là, on a encore les sortes de plastique effet cuir classiques des véhicules américains, mais l'intérieur, comment tout ça s'est placé, on a l'écran, le premier écran, le deuxième écran, ça fait penser presque au Cadillac Escalade, qui est un véhicule avec un très bel intérieur. Il n'y a pas trop de boutons. En même temps, moi je suis pas un fan de tout est dans l'écran. Ça, je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes autres vidéos, mais dans celui-ci, c'est pas si pire que ça parce qu'il y a beaucoup de redondance de boutons physiques. Alors oui, je peux avoir l'option sur mon écran si je le veux, mais il y a un moyen d'utiliser des boutons physiques pour faire certaines actions qui sont plus redondantes, comme jouer avec le volume, la radio, jouer avec la climatisée par exemple. Une chose qui est moins fun, c'est qu'il n'y a pas énormément de visibilité à l'arrière. Le rétroviseur en lui-même n'est pas immense, la lunette arrière non plus n'est pas très grosse, il y a des très gros piliers de C ou D, je ne me rappelle plus exactement c'est lesquels, mais les piliers à l'arrière sont très larges, très épatés, alors on voit pas grand-chose. Les rétroviseurs sur les côtés, ils sont très petits aussi, fait on voit pas énormément à l'arrière du Chevrolet Equinox. Oh wow, une RX-7! Alors, je disais donc que c'était une traction avant. On peut aussi l'avoir en 4 roues motrices, all-wheel drive, mais même en traction avant, l'accélération est vraiment bonne. Franchement, là, l'accélération est vraiment sérieuse, puis il y a moyen de se rendre facilement, rapidement à la vitesse qu'on désire et de manière vraiment linéaire. Fait que c'est vraiment le fun, c'est évidemment plus puissant que le Toyota BZ4X. C'est un plus petit VUS, ça, j'avais déjà fait une revue il y a quelques mois. Mais franchement, la puissance et le fun, ça se laisse pas aller du tout. Et même, c'est même un petit peu le fun en termes de puissance, relativement à un VUS de taille intermédiaire électrique qui n'est pas nécessairement performant. Alors, c'est sûr que ça ne battra pas un Kia EV6 GT qui est beaucoup plus puissant et qui est 4 roues motrices, mais malgré tout, ça se défend. C'est le fun, ça se conduit bien, l'accélération, le freinage sont prévisibles. On sent beaucoup le poids, mais la suspension et l'accélération font de leur mieux pour mitiger cette sensation de poids-là. Bon, alors certains d'entre vous, les plus perspicaces, auront remarqué que je ne suis pas présentement en train de parler à côté du Chevrolet Equinox. Et ça, c'est parce que je suis plusieurs jours plus tard, après avoir réalisé que j'ai pas fait d'outro pour la vidéo. Alors, ça va être donc le moment pour la faire, mais avant ça, je tiens à m'excuser parce que c'est pas la première fois qu'une inconsistance de même arrive dans mes vidéos. Et il y a des fois où les clips fonctionnent pas, il y a des fois où j'oublie simplement de faire un clip vidéo et ça m'énerve autant, même peut-être plus que vous, parce que j'aimerais ça pouvoir vous offrir le meilleur contenu de la meilleure qualité possible comme d'habitude et ces inconsistances-là m'empêchent de vraiment avoir un type de vidéo consistant. Alors, je mets beaucoup d'efforts, vous inquiétez pas, à rendre les vidéos le plus sans problème possible, les plus seamless, comme diraient nos amis anglophones. Et donc, ça va signer la fin de la vidéo du Chevrolet Equinox EV 2024. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire constructif, évidemment, savoir ce que vous avez, ce que vous n'avez pas aimé. Si jamais il y a des choses à améliorer, j'aspire toujours à faire le meilleur de moi-même, à faire les meilleures vidéos de la meilleure qualité possible. Je vous souhaite une bonne soirée ou un bon début de journée et on se revoit pour la prochaine vidéo.